Donc ce soir, je vais vous parler de l'opposition qui existe entre le classicisme et le romantisme, avec évidemment ses conséquences politiques. Il faut bien comprendre que ça, c'est une chose qui certainement doit paraître complètement surréaliste à beaucoup de gens, dans la mesure où faire une conférence dans un mouvement politique sur un sujet littéraire, comme l'opposition entre le classicisme et le romantisme, ça paraît invraisemblable. Beaucoup de gens sont susceptibles de nous dire « ça n'a rien à voir avec le sujet ». Vous êtes en train de faire des dissertations aristocratico-culturelles alors qu'il y a un combat à mener d'immédiat, etc. Peut-être. Mais il est très intéressant tout de même de s'intéresser à ce qui a provoqué l'état de choses actuel. On a toujours intérêt à voir ce qui a motivé la manière de penser. Et à ce niveau-là, je dois dire que Maurras a été un précurseur, puisque Maurras a compris, bien avant Gramsci, soit dit en passant, qu'en réalité, la politique prenait sa source dans la culture, et que la façon de concevoir la politique, elle avait des sources, elle avait des origines, des racines, dans un passé, et un passé irrigué par une culture. Donc, Maurras a pris sur ce point une position qui était à la fois politique et littéraire, car Maurras est un homme de lettres. Si vous avez l'occasion un jour d'acheter ses œuvres capitales, vous verrez qu'il y a 4 tomes, et que sur ces 4 tomes, il y en a un seul qui est politique. En fait, tous sont politiques, parce que Maurras reste un politique quand il fait de la poésie, quand il raconte ses souvenirs d'enfance, quand il écrit des romans, n'est-ce pas? Et aussi quand il fait des œuvres de doctrine politique. Et Maurras estime qu'on ne peut pas séparer la littérature et la politique. Alors, dans cette manière de voir, qui est vraie, du moins à l'époque où Maurras écrit, il y a quand même une faiblesse quand on la rapporte à notre aujourd'hui, dans la mesure où, vous le savez bien, la littérature, aujourd'hui, a cessé d'être ce qu'elle était dans le passé, à savoir que, d'abord, beaucoup de gens ne lisent plus, presque plus. Il y a beaucoup de gens qui se contentent de chercher l'audiovisuel, et qui se fichent éperdument de ce qui est écrit, qui ne supportent même plus un texte écrit. Et de toute façon, ce qui est écrit est devenu en grande partie un produit commercial sous l'influence américaine. Mais justement, je pense que c'est une bonne chose que de s'interroger sur ce sujet, même si on n'a pas une très, très forte formation littéraire. Mais c'est intéressant, ça nous permet d'exercer notre esprit, et également, et ça c'est une chose importante à laquelle je voudrais que vous réfléchissiez, c'est très intéressant de savoir pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Et ça renforce indiscutablement notre conviction en la motivant, en l'alimentant par des connaissances. Car enfin, les gens d'Aix-en-Provence doivent être traités comme une élite. Alors, l'antiromantisme de Maurras, c'est une constante. Maurras va s'opposer au romantisme dès 1888, au nom de la discipline littéraire, au nom de la raison et au nom de la primauté du collectif. 3 choses fondamentales. La discipline littéraire, parce que Maurras est un homme qui dit que, comme toute œuvre humaine, il y a une discipline
qu'il faut respecter, qu'il y a, il faut appliquer des règles de raffinement, de précision, il faut que les termes soient bien choisis, que les phrases soient bien ciselées, etc., afin de produire tout leur effet. Discipline littéraire. La raison, parce qu'on ne peut pas parler en se contentant d'exprimer des instincts qui sont inexprimables. La raison doit prendre en compte la réalité et la mettre en théorème, la mettre en proposition, la développer. Et la primauté du collectif, parce que, et là Maurras a parfaitement raison, eh bien, dit les grandes valeurs, les choses qui méritent qu'on se sacrifie pour elles, ne sont pas individuelles, elles sont collectives. On ne peut rien faire de solide si on en reste simplement à son petit moi. Alors je vais vous lire un texte d'un auteur, apparemment, c'est incroyable, un Suédois, qui a écrit un livre qui s'appelle Le voyage de Voltaire, et qui décrit, de manière assez amusante, la façon dont Voltaire est surpris. L'idée, c'est que Voltaire, par un artifice sur lequel je ne me développerai pas, revient 100 ans plus tard, et là, il voit la littérature du XIXe siècle. Et alors voilà ce qu'il dit. Tout ce que Voltaire avait méprisé, l'obscurantisme, l'égocentrisme, la sensiblerie, la naïve confiance dans le primitif et les tâtonnements mystiques, les élans informes diffinisés à la recherche d'un au-delà inaccessible, sans parler des grossières violations des règles que le bon goût, il y aurait toute une conférence à faire sur le bon goût, et l'expérience immémoriale avait formulé. Tout cela avait été mis à l'honneur dans une époque de décadence sans borne. Eh bien, ce texte aurait pu être écrit par Maurras. Et pourtant, il faut comprendre une chose, que quand Maurras s'exprime sur le romantisme de manière très défavorable, à propos de cet individualisme, cet irrationalisme, cet égoïsme du romantisme, ce mépris de la discipline, eh bien, l'esprit public pense que, bien au contraire, la contre-révolution est d'origine romantique et non pas classique. Et voilà l'élément de la controverse que je vais vous développer, parce que c'est une controverse qui est historique, et qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de mettre chaque chose à sa place. Et puis après, je vous dirai ce que je pense personnellement de cette opposition entre le romantisme et le classicisme. Alors, au départ, je vais commencer par décrire les camps en présence et l'identification initiale de la contre-révolution au romantisme. Eh bien, elle a été démontrée par un auteur qui a une très grande influence sur la pensée au XIXe siècle et qui s'appelle Hippolyte Taine, qui a écrit un livre qui s'appelle Les origines de la France contemporaine, un livre fleuve énorme, ça fait 12 tomes, et dans lequel il fait pour la première fois une critique de la Révolution en dehors d'une option contre-révolutionnaire, car Hippolyte Taine n'est pas un contre-révolutionnaire, c'est pas un royaliste, c'est un libéral, mais c'est un libéral qui instinctivement voit tout ce que la Révolution a détruit et qui se prononce de manière très dure contre elle. Et donc Hippolyte Taine va jouer un rôle important pour revenir à la contre-révolution au moment où celle-ci se délitait après 1850. Bon, alors c'est Taine qui a eu des disciples que la F ensuite a repris, Fussel de Coulanges, Madelin, Le Play, etc. Tous ces gens ont été des disciples de Taine. Et que dit Taine ? Taine dit « l'esprit révolutionnaire vient du classicisme ». Et c'est le romantisme qui a inspiré la contre-révolution. Que nous dit Taine ? Il nous dit
La formation de l'esprit révolutionnaire est une combinaison de l'acquis scientifique et de l'esprit classique. Alors pourquoi? Comment peut-il dire ça, Taine? Maurras ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas d'argument? Mais si, Taine a des arguments pour dire que l'esprit romantique, l'esprit classique est quand même à l'origine de la Révolution. D'abord, il y a le parti pris de centralisation qui veut tout uniformiser. Et ça, c'est une chose qui existe dans l'esprit classique. D'ailleurs, il suffit de voir. Vous visitez toute l'Europe, et ben vous allez avoir des palais qui sont des copies de Versailles. Il y en a partout. C'est simple. Même au fin fond de la Russie, quelquefois, vous vous dites « Ah, mon Dieu, c'est un petit Versailles. » On veut tout uniformiser. On ne se préoccupe plus des cultures particulières. Seul le bon goût, qui est le bon goût français, c'est le bon goût qui est imposé depuis Versailles, la façon de voir, d'ailleurs, les peuples, les aristocraties de toute l'Europe parlent français, ne parlent plus du tout leur pays, leur langue. Si vous prenez Frédéric II de Prusse, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, on va parler de ça, non? Frédéric II de Prusse, il dit moi je veux que la Prusse ne parle plus allemand, vu qu'elle parle français. Et il veut apprendre, et il nomme une académie de Berlin, et dans cette académie de Berlin, il donne tous les postes de direction à des Français, alors qu'il fait la guerre à la France. Attendez, il n'est pas francophile, il fait la guerre à la France. Et il la bat souvent, malheureusement. Mais il fait venir des Français pour diriger son académie de Berlin. Et puis il dit aux poètes allemands, non, écoutez, arrêtez de parler allemand, arrêtez de faire des poèmes en allemand, c'est pas la peine, il faut faire des poèmes en français. Seul le français est bien. Et il imagine un pays complètement déraciné, c'est ça l'idéal de Frédéric II de Prusse. L'esprit prussien, c'est ça. Il ne faut pas confondre l'esprit prussien et l'esprit allemand, c'est pas pareil. L'esprit prussien, c'est on bâtit un pays avec des gens de toutes les nationalités, des Slaves, les Polonais c'est des Slaves, des Borusses, tout ce qu'on voudra, des Latins, une armée avec, il y a pas mal d'officiers français dans l'armée prussienne, et puis des Italiens, une pagaille. Voilà, c'est ça l'idée de Frédéric II. Donc voilà, donc on essaye d'imposer une culture universelle. De même, c'est la raison universelle qui s'applique dans le classicisme, avec le jardin classique, avec sa symétrie, tout est symétrique. Aucune forme ne peut échapper à son répondant, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas imaginer que la ligne de fuite contienne autre chose que des formes symétriques. Alors, les classiques vous disent, oui bien sûr, mais parce que l'homme est symétrique. Nous avons 2 yeux qui sont symétriques, des oreilles qui sont symétriques, nos bras, nous sommes, le monde est fait à l'image de l'homme. C'est ça l'esprit classique français. Bon, cela dit, il faut bien voir que, gardons-nous d'en conclure que le jardin français soit par définition quelque chose de gauchisant et d'anarchiste. Pas du tout, pas du tout. J'avais de grandes discussions avec un personnage dont vous avez peut-être entendu parler, qui est malheureusement mort aujourd'hui, et qui s'appelait Dominique Vénère. Vous avez entendu parler de Dominique Vénère? Bon, j'étais son collaborateur, je le voyais toutes les semaines, et on parlait, et puis il nous disait, oui, le jardin français, c'est l'expression de quelque chose de desséché. C'est froid, je préférais le jardin anglais. Moi, là, je ne suis pas d'accord, parce que le jardin anglais, c'est encore plus artificiel que le jardin français. Mais bon, passons. Donc, l'idée que Taine développe, c'est que le classicisme détruit les particularismes. N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul bon goût, qu'une seule expression, qu'une seule bonne manière de faire. Et il y a un écrivain qui a repris la notion de Taine, qui fait partie d'ailleurs, qui est d'ailleurs aussi de nos idées, assez rapproché, assez proche de la F. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Yvan Blot. Yvan Blot a écrit un livre dans lequel il oppose le classicisme et le baroque. Le baroque, alors lui, c'est pas le romantisme, mais c'est baroque, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut le foisonnement des décorations qui expriment
l'esprit profond des peuples qui est évidemment divers. Donc, Taine dit le classicisme a bien sûr exprimé la puissance et la grandeur de la France, mais il a mutilé également. Il a mutilé la langue française d'un certain nombre de ses particularités. Il a persécuté les dialectes locaux et il a également stérilisé les grands écrivains français en les obligeant à se couler dans un moule. Vous connaissez tous la règle des 3 unités, les principes de Richelieu quand ils fondent l'Académie française. Enfin, je vous apprends rien en disant ça, je crois que vous le savez, vous l'avez étudié à l'école. Oui, non? Pas trop? Bon, écoutez, je ne veux pas m'éterniser dessus, mais disons que Richelieu dit, voilà, premièrement, quand vous faites une pièce de théâtre, il faut que ça représente des rois ou des grands personnages, voilà, historiques. Vous ne pouvez pas faire une pièce de théâtre en représentant le tout venant, premièrement. Deuxièmement, il faut que ce soit unité de lieu. Il ne faut pas que vous passiez d'un pays à un autre, une scène 1 qui se passe en Angleterre et la scène 3 qui se passe en Espagne. Non, c'est pas possible. Tout doit se passer au même endroit. Hein. L'unité de temps, toutes les pièces de théâtre classiques doivent se dérouler en 24 heures. Voilà. Pratiquement le temps de la pièce. Un peu raccourci. Et évidemment, ce qui veut dire que tout ce qui avait été fait avant a été taillé, retaillé pour en dépouiller tous les aspects un peu romanesques, un peu extraordinaires, comme ils existaient encore dans les pièces de théâtre du XVIe siècle. De même, Taine continue son raisonnement, qui se continue sur des pages et des pages. Hein. Là, je vous résume 1000 pages. De même, l'abstraction, le goût de l'abstraction, parce que on finit par collectionner et cultiver les expressions brillantes et vides, nous dit Taine. Et Taine explique, c'est le classicisme qui va donner naissance au cartésianisme, à Descartes, la philosophie de Descartes, c'est-à-dire le rationalisme. Vous connaissez Descartes. Descartes, c'est un philosophe qui dit tout le monde est à notre portée. Nous pouvons connaître le monde, en tout cas l'essentiel. Il met des exceptions quand même, hein, mais après on oubliera les exceptions. Et il dit, vous pouvez connaître le monde simplement avec ce que vous avez dans la tête. Et chacun, même l'être le plus dénué de dons, n'est-ce pas, est capable de percevoir le monde grâce à sa raison. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Voilà ce que nous dit Descartes. Et Descartes va donc être le père des Lumières, puisque les Lumières, toutes les théories du XVIIIe siècle, eh bien, elles trouvent leur origine dans Descartes. Si un jour vous voulez, je vous ferai la genèse des Lumières, comment les Lumières ont investi la France, et comment, à partir du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, elles ont déjà gagné. Il faut voir que la Révolution, c'est la mise en application des Lumières, mais les Lumières, elles ont gagné déjà en France un siècle avant. Donc, Taine nous dit, le volontarisme républicain, l'idée que la raison et la volonté mise au service de la raison est capable de changer le monde, ben c'est une idée qui existe déjà dans le classicisme, et que eh bien, la Révolution n'est rien que la mise en application de ces principes. Voilà. Vous voyez que c'est une théorie qui est quand même tout à l'opposé de ce que pense Maurras. Et donc, à partir du moment où on veut se référer à autre chose, eh bien, on va mettre en cause cet héritage classique. Turgot, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, il veut détruire les corporations parce qu'ils sont un obstacle au marché. Et qu'est-ce qu'il dit ? Détruisons les héritages gothiques. Et donc, les gens qui vont lutter contre la Révolution vont s'opposer à ça. Et cette analyse de Taine, elle va être acceptée sans discussion pendant un demi-siècle. Elle ne manque pas de force, mais elle se heurte à certaines contradictions qui seront pointées du doigt avec conviction et virulence par Maurras et son école. Alors maintenant, je vais vous parler de l'analyse maurrassienne. Maurras qui dit « Taine a tort ». Alors d'abord, il faut voir que pour Maurras,
la restauration, c'est pas seulement la politique, c'est total. La restauration est globale. La restauration, elle est littéraire, elle est artistique autant que politique. Et c'est pourquoi il apportera à ses choix littéraires le même acharnement et même quelquefois le même sectarisme qu'à ses choix politiques. Et c'est ainsi que Maurras estime que ce qu'il y a de pire dans la Révolution, c'est pas cette volonté de tout enrégimenter par des règles tatillonnes et quelquefois un peu desséchantes. Ce qu'il y a de pire, c'est le mépris du réel. Et il dit, le mépris du réel, il est le résultat du romantisme qui naît à la fin du XVIIIe siècle avec un personnage qu'il déteste et dont il va faire une critique très dure. Je veux parler de Jean-Jacques Rousseau. Mais il faut remarquer une chose, c'est que Maurras, à propos de Rousseau, ne dit pas que Rousseau est mauvais par ses doctrines. Oui, bien sûr, il estime qu'il est mauvais par ses doctrines, la doctrine du contrat social, le discours sur l'inégalité, tout ça, ce sont des choses que Maurras déteste. Mais il dit c'est pas ça qui est le pire. Parce que ça n'a eu d'influence que sur un petit nombre de gens. Non. Maurras nous dit, ce qui a fait le plus de mal à l'esprit public français, c'est la Nouvelle Héloïse. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu la Nouvelle Héloïse. Qu'est-ce qui a lu la Nouvelle Héloïse? Personne. Bon, si? Ah, bravo. Très bien. Alors, la Nouvelle Héloïse, qu'est-ce que c'est comme histoire? Ben, c'est l'histoire d'une petite jeune fille de la noblesse qui veut apprendre, elle veut devenir apprendre la littérature, apprendre à penser, n'est-ce pas? Et son père, pour lui faire plaisir, lui donne un maître d'école qui est cultivé, intelligent, sensible, n'est-ce pas? Ça c'est très important, du XVIIIe, sensible, n'est-ce pas? Mais d'un milieu populaire. Et tout le livre aboutit à penser qu'après tout, dans la nature humaine, les rangs ne comptent pas, que la société ne compte pas, que tous les hommes sont égaux, etc., etc., etc. Et vous imaginez ce qui se passe ensuite, mais bon, je vous laisse lire le livre, mais je crois que vous savez déjà tout. Bon. Et donc, Maurras dit, la Nouvelle Héloïse, elle a eu bien plus d'influence que les livres doctrinaux de Rousseau. Alors, quel est le fond de l'argumentation maurassienne contre le romantisme? Eh bien, d'abord, une chose, alors là, ce qui est l'opinion de Maurras, mais je ne vous cache pas que, je le dis humblement, je ne pense pas que Maurras ait raison. Maurras estime qu'il n'y a rien à voir entre la Révolution, les idées des Lumières, rationalistes, etc., et Descartes. Alors ça, c'est une théorie que dans l'histoire des idées, aucun historien des idées ne peut accepter, car il y a une liaison, au contraire, très claire entre Descartes. C'est vrai qu'entre Descartes et les Lumières, et les Lumières, l'aspect dissolvant des Lumières. Non, je pense que là, Maurras s'est trompé. Il est vrai que Descartes, dans ses œuvres, essaye de mettre des garde-fous. Garde-fou, dit oui, attendez, on ne peut pas parler, mes idées ne s'appliquent pas à la politique, mes idées ne s'appliquent pas à la religion, mes idées ne s'appliquent pas à la métaphysique, elles s'appliquent simplement au monde tel que nous voyons. Mais vous comprenez bien que c'est un peu absurde, parce que bien sûr que les gens qui lisaient Descartes de son temps et qui ont voulu suivre sa pensée, ils disaient, oui, bien sûr, il n'avait pas du tout envie de dire qu'il était contre la politique des rois, parce que sinon il allait en prison, donc il avait intérêt à pas le dire, et il n'avait pas intérêt à dire qu'il n'était pas chrétien, parce que sinon il aurait eu des problèmes avec l'Inquisition. Donc bien sûr, voilà ce que vont dire les gens après. C'était pas vrai d'ailleurs, mais ils l'ont dit, et tous les disciples de Descartes, chaque fois, vont être un peu plus révolutionnaires. Mais Maurras pensait le contraire. Et donc il dit, en réalité, si l'esprit révolutionnaire a été créé, c'est parce que il y a une grande catastrophe dans l'enseignement à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'abandon des jésuites, et donc on a oublié d'apprendre le latin et le grec, et on ne peut plus trouver dans l'Antiquité les sources de la pensée, etc., etc. Bon, c'est une théorie, peut-être. Pour moi, ça me paraît pas essentiel, mais bon, ça a une certaine valeur. De manière plus solide, Maurras va considérer que
le romantisme français prend sa source chez Rousseau, et il a parfaitement raison de voir que Rousseau a voulu exalter la sensibilité qui s'impose à tout et qui se moque de ce qui est important. La sensibilité, c'est peu importe ce qui va se passer, pourvu que mes larmes ne soient pas oubliées. C'est l'histoire, vous avez le petit Ilan, cette photo qui a été reproduite à l'infini dans les médias, représentant un petit immigré noyé, et dit voilà ce que votre égoïsme a fait, etc. Et puis les larmes, l'émotivité, la sensibilité qui est exploitée. Alors là, Maurras a raison de dire qu'effectivement, le romantisme veut remettre en vigueur, cette dictature des sens, cette dictature du sensible. Là, il a parfaitement raison de le dire. D'autre part, Maurras constate que cette dictature du sensible, elle existe, elle est profondément individualiste. Et là, Maurras a parfaitement raison également, je pense, de montrer que dans le romantisme, il y a la dictature de l'individu. L'individu est là, tout est en moi, n'est-ce pas ? Ce qu'il ne veut pas voir, c'est qu'en réalité, ça vient aussi de Descartes, ça. Mais ça, il a oublié, Maurras. Et il dit qu'effectivement, l'individualisme va peu à peu éroder et détruire toutes les disciplines de tous les arts. Ça, c'est absolument exact. Là, il y a une chose que vous pouvez voir si vous vous intéressez à l'art, à la peinture par exemple. Vous constatez que quand vous regardez les écoles de tous les pays d'Europe, les écoles de peinture de tous les pays d'Europe, vous constatez que vers 1840, la peinture française se caractérise par son refus de la discipline picturale, c'est du temps passé à travailler, du temps passé à lécher une peinture. Et les Français, qui sont influencés par le romantisme et par l'esprit individualiste, vont peu à peu convaincre toute l'Europe qu'il ne faut pas passer des heures, des journées, des mois sur une œuvre, et que l'important, c'est le génie. C'est le génie que l'on lance sur la toile et qui, sur une simple ligne, va provoquer une émotion esthétique totale. Ça, si vous voulez, c'est la conséquence du romantisme qui met en avant l'émotivité individuelle, l'émotivité, mais pas seulement l'émotivité, la créativité individuelle, et qui estime que l'individu est seul à pouvoir se juger. Autrement dit, et ça, toute l'horreur de notre art actuel, qui est une imposture, n'est-ce pas, vient de là. Il a pour origine cette idée romantique que l'individu est juge de ce qu'il fait. C'est pas le public, c'est pas la société qui est juge qu'une chose est belle. C'est pas de la société que ça vient, du cœur de l'individu. Autrement dit, je connaissais un sculpteur qui me disait, mais moi, si j'estime que ce qui est le plus beau, c'est je prends une poire pourrie et l'écraser sur le mur, et je dis c'est magnifique, et ben si j'estime que c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est de l'art. Et ben non. Ça, évidemment, c'est l'absurdité à laquelle conduit cette façon romantique de considérer que c'est l'individu qui fait l'art. C'est pas l'individu qui fait l'art, c'est la société. Alors, les communistes l'ont compris, ça, d'ailleurs. Seulement, les communistes avaient des éléments d'inspiration qui étaient quand même assez faiblards, ce qui fait qu'ils ont fait des œuvres d'art, mais un peu ennuyeuses. Alors, Maurras considère qu'il y a une liaison entre... Il y a deux trinômes. Le trinôme romantisme, révolution, esprit judéo-germanique. Et, d'un autre côté, un autre trinôme, esprit classique, classicisme, esprit latin et contre-révolution. Voilà l'idée que s'est faite Maurras. Il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il dit, c'est vrai, il en a fait une clé totalement systématique pour interpréter le monde qui l'entourait.
Alors c'est vrai que dans le domaine de l'art pictural, la sculpture, etc., c'est vrai que la destruction, elle ne vient pas du classicisme, elle vient du romantisme. Et Maurras a tout à fait raison de montrer qu'en fait, les romantiques français, en français, parce qu'on va voir qu'ailleurs, c'est pas pareil. Les romantiques français ont été, au départ, plutôt contre-révolutionnaires. Vous les prenez tous les uns après les autres. Hugo, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Tous ces gens sont, au départ, des contre-révolutionnaires. Mais, ensuite, ils vont se rallier à la Révolution parce que le torrent impétueux, n'est-ce pas, des sens va dans le sens de la Révolution. Et là, il y a effectivement une constatation qui est pas niable. Et Maurras va critiquer très fortement, dans des termes extrêmement durs, Chateaubriand. Alors il se trouve qu'Alain de Benoît, vous connaissez Alain de Benoît, Alain de Benoît ne partage pas cet avis. Et il a reproché à Maurras d'avoir critiqué Alain de Benoît en disant, je cite ce que dit, « Malgré les évidentes fidélités religieuses et monarchiques d'un Chateaubriand ». Et là, je dois dire que, personnellement, Alain de Benoît ne dit pas que des bêtises, souvent il a raison, mais là, je lui donne tort. Parce que, effectivement, Chateaubriand soutient la monarchie, mais il la soutient comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire qu'il va, pendant toute sa vie, chaque fois que la monarchie se solidifie, la combattre, et il va la défendre quand elle est par terre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'aime que ce qui est mort, parce que la mort exprime une horreur, un sentiment d'horreur qui est à l'origine de son esthétique interne, ou intérieure, comme on voudra. C'est ça l'idée. Et Maurras dit ça, c'est catastrophique. Parce que si vous jugez de choses importantes qui concernent le salut public en fonction de votre propre élan intime, eh bien vous allez être un destructeur et finalement vous êtes un imposteur. Et c'est vrai que Chateaubriand est un imposteur. Là, sur ce plan, je donne entièrement raison à Maurras et je trouve que Alain de Benoît a tort. Maurras disait... issu d'une race de naufrageurs et de faiseurs d'épaves, Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel, mais le passé comme le passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs. Bien, alors Maurras fera le même reproche à Gobineau, avec un peu plus d'injustice, à mon avis, parce qu'il fera semblant, il donnera une interprétation de la pensée de Gobineau qui n'est pas de bonne foi. Alors maintenant, nous allons discuter. Je vous ai mis en présence les deux théories, vous voyez, elles sont très opposées, et chacune, elles ont des arguments quand même assez solides. Moi, je dirais que, d'abord, il y a un fait qui ne va pas du tout dans le sens de Maurras, c'est que les derniers romantiques ne sont pas du tout révolutionnaires. Bien sûr, Vigny, Hugo, tous ces gens sont devenus révolutionnaires, mais en revanche, Barbet d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Baudelaire et Verlaine furent tous des contre-révolutionnaires, aussi passionnés que désespérés. Et si on s'intéresse à l'origine de la contre-révolution, vous savez quel est le premier contre-révolutionnaire post-révolutionnaire, le premier qui est contesté la révolution après la révolution, c'est un Anglais, en irlandais en fait, qui s'appelle Edmund Burke. Et Burke, eh bien, il est également issu de cette pensée romantique. Et il est un précurseur de la pensée romantique. Oui, il n'y a pas que Rousseau. Et il explique ceci, je cite un livre très peu connu qui s'appelle une enquête philosophique aux origines de l'idée du sublime et du beau. Et il dit ceci: tout ce qui traite d'objets terribles est une source du sublime qui touche à la plus forte émotion que l'âme soit capable de ressentir. Et plus contre-révolutionnaire que Burke, tu meurs. Donc là, Maurras, évidemment, s'est un peu trompé. Mais également, on ne peut pas parler du romantisme sans également parler du romantisme allemand. Et là, avec le romantisme allemand, on a quelque chose de totalement différent. Et évidemment, je dois vous dire que le romantisme allemand, Maurras ne le connaissait pas du tout.
parce qu'il ne parlait pas l'allemand, et il n'aurait même pas voulu l'apprendre, il ne voulait pas lire, à part Goethe, dont il considérait, qu'il estimait, mais Goethe, comme ça l'embêtait de voir que Goethe était quand même un très grand écrivain, il disait que Goethe n'était pas vraiment allemand et que sa mère avait eu des bontés pour un officier italien. Vous savez, Maurras, c'est notre maître, c'est un grand penseur, mais il faut pas oublier qu'il avait aussi ses petits côtés. Il avait aussi ses petits côtés, il avait disait des choses qui étaient quelquefois un peu puériles. Alors bon, je vais passer sur tous les auteurs du romantisme allemand. Je vais en citer quelques-uns: Adam Müller, Justus Moser ou Julius Stahl, et surtout Herder. Et ces auteurs vont être au contraire des grands amateurs du Moyen-Âge, des grands amateurs de l'ordre chrétien ancien, et ils vont même développer, tout spécialement pour Herder, qui est un père de la pensée allemande, il n'est pas romantique lui-même, mais il est à l'origine du romantisme, et Herder va être le père du nationalisme. Car il faut voir une chose, c'est que Maurras ne serait pas Maurras s'il n'y avait pas eu avant un Allemand qui s'appelait Herder et qui a mis en cause profondément la pensée des Lumières françaises en disant cette volonté d'uniformisation n'est pas conforme à la réalité car chaque peuple a sa manière de concevoir son humanité qui passe à travers sa propre culture. Et ça, c'est ce qui a été repris par Barrès et qui a été repris ensuite par Maurras. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir la généalogie de la pensée, de voir la filiation qui existe entre les auteurs. Et Maurras détestait l'Allemagne, mais qu'il le veuille ou non, sa pensée était héritière de cette pensée de Herder, qui a été le père de l'ethnologie. C'est lui qui a inventé l'ethnologie, c'est lui qui a inventé cette idée que chaque peuple a une conception des choses qui est irréductible à celle des autres. C'est fondamental. Alors je vais donner un exemple de cette manière avec laquelle Maurras est un peu étranger, a une surdité par rapport à cette façon de voir de ces romantiques allemands, c'est la notion d'origine. Alors, l'idée de Herder, qu'il a tirée d'Héraclite, d'un penseur grec, un philosophe grec qui s'appelle Héraclite, c'est que dans l'origine des choses se trouve quelque chose, se trouve l'essence irréductible de cette chose. L'origine des choses est très importante. Et les Allemands, les romantiques allemands, la pensée romantique allemande, contre-révolutionnaire, en ce qu'elle est contre-révolutionnaire, va mettre en avant cette notion de l'Ursprung, l'origine, et en s'appuyant sur Héraclite et sur Herder. Et Maurras, lui, au contraire, n'aime pas la notion d'origine. Il reprend la pensée de Joseph de Maistre qui dit « aucune origine n'est belle ». Et il visite la Grèce, il est envoyé par la Gazette de France en 1899 pour faire un reportage sur les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques qui ont lieu à Athènes, comme vous le savez. Et il est avec tout un tas de jeunes journalistes et écrivains, n'est-ce pas ? Et ces écrivains lui disent on va visiter Olympie, n'est-ce pas ? Visiter Olympie. Et Maurras dit jamais je n'irai voir Olympie, car j'ai connu l'art grec dans sa perfection, avec le Parthénon, l'acropole d'Athènes, je n'irai pas voir les ébauches. Alors moi, ça c'est une façon de voir que personnellement je ne comprends pas. Ça m'est très étranger parce qu'effectivement on trouve dans les choses dans les choses originelles un message qui est toujours très émouvant et qu'on ne peut pas séparer de l'état ultérieur des choses. Donc il faut refuser d'admirer l'origine des choses au motif que
les choses ont été par la suite améliorées, perfectionnées, etc. Ça me paraît discutable, très discutable, et même un peu indigne d'un grand esprit comme Maurras, qui parle ainsi comme un professeur d'art et pas comme un penseur politique. Donc, j'insiste pas sur Herder, parce qu'Herder est un homme qui est très... c'est un philosophe qui est très touffu, il faudrait en parler pendant des heures. Je voudrais vous montrer, j'ai noté en préparant la conférence un texte de Maurras qui est très amusant sur le romantisme. À propos de Baudelaire en particulier. Parce que Baudelaire était très bien connu de Maurras. Maurras était très amateur de Baudelaire dans sa jeunesse. D'ailleurs, il connaissait par cœur tous les poètes romantiques. Il connaissait des centaines, des milliers de vers. À propos de Baudelaire, il écrit ceci. Baudelaire a des excès carnavalesques, et il cite « Mon cœur est un palais flétri par la cohue ». Et il conclut son raisonnement en disant « On aura peine à expliquer la fidélité de notre souvenir aux bons et aux mauvais, ou même au pire stade de cette poésie baudelairienne. On cherchera la force d'agglutination et d'agrippement qui nous l'a implantée. Et qui nous l'a implantée si loin dans la substance sensitive de l'âme. » Et il conclut en disant ceci, qui est quand même un aveu. « Il y a 10 ans que je n'ai ouvert ces livres de poèmes, ceux de Baudelaire, donc, et ils me font honte et dégoût. Cependant, je les sais par cœur, je me sens poursuivi par ces laides images, comme au reste par la troupe des chiens impurs. » C'est merveilleux. Autrement dit, Maurras a tellement aimé Baudelaire qu'il connaît tous les poèmes par cœur, ses poèmes le poursuivent, et l'origine, comment dirais-je, un peu romantique, tourmentée, un peu horrible, vous savez, le poème sur la charogne, qui compare la succion des asticots avec les baisers, n'est-ce pas? Vous voyez le style. Il les connaît par cœur, mais c'est tellement horrible, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est très amusant. Ça. Donc vous voyez, là, on comprend bien que Maurras a une vision personnelle, une idiosyncrasie, comme on dit. Chacun d'entre nous, nous avons notre alchimie. Il y a des choses qu'on a subies, des épreuves qu'on a subies, et qui font qu'il y a des choses qui nous sont insupportables. Il y a des œuvres qu'on n'accepte pas de voir. Il y a des musiques qui sont insupportables. Pourtant, ce sont quelquefois de belles musiques. Donc, quand on parle de Maurras, acceptons de Maurras sa discipline et sa méthode, et laissons-lui ce qui était son alchimie personnelle, n'est-ce pas, et qui n'appartient qu'à lui, mais à laquelle nous ne devons pas forcément nous rallier, encore moins l'imiter. Parce que, même si nous l'imitons dans ses petits côtés, nous ne serons pas pour autant des Maurras. Alors la conclusion, la troisième partie, que je vais écourter, parce que j'ai quand même parlé longtemps, c'est finalement, le romantisme est contre-révolutionnaire ou est-ce qu'il est révolutionnaire? Eh bien, ça se discute évidemment. Mais vous avez un auteur improbable, qui est venu, sans le savoir et sans le vouloir, au secours de Maurras, qui est le grand politologue allemand Carl Schmitt. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de Carl Schmitt? Carl Schmitt est un grand philosophe du droit essentiellement, allemand, qui a vécu il a dû naître à peu près un peu après Maurras, vers 1870 ou 75, et il est mort dans les années 60. Et Carl Schmitt est un contre-révolutionnaire, c'est un auteur catholique, et il a écrit une critique des romantiques allemands, très forte critique. Et il part d'idées totalement opposées à celles de Maurras pour arriver aux mêmes conclusions et dans les mêmes termes.
Ça, c'est extraordinaire. Alors qu'il n'avait jamais lu Maurras. On le considère comme le Maurras allemand, parce qu'il a beaucoup de présupposés similaires à Maurras, mais pas tous. Et sur le romantisme, eh bien, Carl Schmitt va estimer que les romantiques allemands sont des contre-révolutionnaires, oui, mais ce sont de mauvais contre-révolutionnaires. Ce sont des contre-révolutionnaires qui font semblant. Et Carl Schmitt oppose les romantiques allemands aux vrais contre-révolutionnaires que sont Bonald, Maistre, Donoso Cortés, etc. Et d'une certaine façon Maurras. À ce sujet, d'ailleurs, c'est très amusant, la pensée de Carl Schmitt est à tel point identifiée avec celle de Maurras que lorsque Leo Strauss, c'est un auteur, un philosophe juif allemand, qui, au moment où le national-socialisme arrive au pouvoir, s'en va, quitte l'Allemagne, et il va voir Carl Schmitt, qui à l'époque est quand même ministre de l'instruction publique allemand, hein, parce qu'il s'est rallié au national-socialisme, pas très longtemps, mais enfin un certain temps, et il vient voir Carl Schmitt et il lui dit, bon, dites-moi, vous pouvez me donner l'adresse de Maurras à Paris, parce que je voudrais quand même le voir en passant. Et Carl Schmitt, il dit, mais je ne connais pas l'adresse de Maurras à Paris, je n'ai jamais vu Maurras, et puis je crois que si vous vous présentez de ma part, vous serez mal reçu, parce qu'il n'aime pas les Allemands. Voilà. C'est amusant, très amusant de voir ça, que cette pensée de Carl Schmitt, qui est très proche de celle de Maurras, et qui aboutit à l'idée que le romantisme et la révolution sont finalement liés. Alors je n'insisterai pas trop sur cette pensée de Carl Schmitt. Ce qui est intéressant chez Carl Schmitt, à propos du romantisme, c'est que Carl Schmitt, justement, va, à la différence de Maurras, comprendre qu'à l'origine du romantisme, il y a précisément Descartes. Ça, c'est une chose très intéressante que Carl Schmitt met en valeur. Il dit, les romantiques ont trouvé la source de leur individualisme dans Descartes. Parce que Descartes, qui dit, vous avez dans votre tête le monde entier, eh bien, les romantiques disent, vous avez dans votre cœur le monde entier. Et c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion ? Qu'est-ce qu'on doit penser ? Que devons-nous penser du romantisme ? Le romantisme est-il le comble de l'erreur, non seulement de l'erreur, mais de la faiblesse ? Ou au contraire, le romantisme est-il une source de puissance pour nos idées ? Je vais vous donner un exemple très amusant de deux personnages que Maurras, qui ont suivi Maurras, puis qui ont quitté Maurras, et que Maurras qualifiait tous les deux de romantiques. Le premier, c'est Robert Brasillac. Ce nom vous dit sans doute quelque chose. Robert Brasillac, qui a été fusillé à la Libération, grand poète, nationaliste, et Brasillac a été traité de romantique politique par Maurras, ce qui est une grave insulte, et puis il a quitté l'Action française, et il est allé écrire dans un journal qui s'appelait « Je suis partout ». Mais Brasillac était un grand amateur de Corneille. Et Brasillac explique dans ce livre, un livre Corneille qui est remarquable, Pierre Corneille, je vous conseille de lire si vous vous intéressez à la littérature du XVIIe siècle. Et Brasillac dit, si Richelieu ne lui avait pas imposé les critères de l'esthétique classique, eh bien, Corneille aurait été supérieur à Shakespeare. C'est une idée intéressante. Et c'est vrai que les règles, c'est bien, mais trop de règles et des règles abstraites, ça peut quelquefois être très, très mauvais. Et à l'inverse, un autre personnage que Maurras a traité également de romantique, et certainement de manière encore plus injurieuse que Brasillac, je veux parler de Lucien Rebattet. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Non ? Alors, Lucien Rebattet a écrit un livre qui s'appelle Les Décombres, qui est un livre très intéressant et très amusant, mais en même temps un peu indigne, car il décrit l'état de volerie de la France au moment de la débâcle de 1940.
Donc au moment où la France vient d'être battue, eh bien, Rebattet écrit un livre pour se moquer de ces Français qui viennent de perdre la guerre. C'était pas très sympathique, enfin, passons. Mais Rebattet était traité de romantique par Maurras, mais il était extrêmement classique, au contraire. Son auteur préféré, c'était Racine, et il méprisait totalement Corneille, qu'il estimait trop baroque, et qu'il qualifiait de Gongora français. Gongora, c'est un auteur espagnol très difficile à comprendre, qui écrit dans une langue très complexe. Voilà. Donc, c'est amusant de voir que, finalement, le romantisme politique ne correspond pas toujours au romantisme littéraire, et il ne trouve pas de correspondance permanente et infaillible avec les concepts de contre-révolution et de révolution. Il existe autant de routes qui conduisent du romantisme ou du baroque à la contre-révolution que menant du classicisme. Et un grand contre-révolutionnaire américain, peu connu de nous, qui s'appelle Russell Kirk, disait qu'il était un romantic Tory, conservative romantique, et il affirmait le rôle moteur de l'imagination comme force d'ordre et de retenue. Alors que pour Maurras, eh bien, ce sont des qualificatifs qui s'appliquent à la raison. Eh bien, ici encore et toujours, tout est question de définition, restent les préférences qui appartiennent au tempérament de chacun. Merci de votre attention.